L'invité de cette semaine, c'est Hamzat Boukari Yabara. Historien et chercheur franco-béninois, il vient de publier Africa Unite, un ouvrage sur la longue histoire mouvementée du panafricanisme. Nous sommes au XXIe siècle, le rapport de force doit changer et cela passe par une réappropriation de l'histoire et une relance de la conscience historique des Africains. L'invité de la semaine est historien, justement. Son nom, Hamzat Boukari Yabara. Originaire du Bénin et de la Martinique, il enseigne depuis 2011 au Canada et en Palestine, tout en intervenant régulièrement comme conférencier dans de nombreuses universités africaines, de Kinshasa à Ouagadougou en passant par Yaoundé, mais aussi dans les milieux culturels et militants panafricains. Dans son nouvel ouvrage, Africa Unite, l'historien décortique la longue histoire du panafricanisme, depuis ses débuts intellectuels jusqu'aux enjeux économiques d'aujourd'hui. Nous l'avons rencontré pour en parler, regardez. Hamzat Boukari Yabara, bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Initiative Africa. Une réaction après le reportage que l'on vient de voir, vous la connaissiez, cette école? Alors cette école, l'école du patrimoine africain à Porto Novo, est effectivement très connue. Elle adopte une politique assez originale dans le cadre de la préservation du patrimoine africain. Elle forme des archivistes, elle forme des documentalistes, elle forme également des conservateurs. Elle a une réputation internationale et c'est un lieu de qualité auquel je m'intéresse énormément à titre personnel et professionnel. C'est important que les peuples noirs se réapproprient leur histoire? C'est effectivement très important puisque pendant des siècles, que ce soit dans le cadre de la traite et de l'esclavage ou de la colonisation, les peuples africains à la fois du continent et de la diaspora ont été amenés, souvent de force, à adopter les valeurs historiques, sociales et culturelles de leurs oppresseurs. Donc aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle, le rapport de force doit changer et cela passe par une réappropriation de l'histoire et une relance de la conscience historique des Africains pour reconstruire cette continuité qui fait qu'à un moment, l'Afrique a dévié de sa trajectoire historique et qu'il est important de la retrouver. Africa Unite, une histoire du panafricanisme, c'est le titre de votre nouvel ouvrage qui vient de paraître aux éditions La Découverte. Pourquoi avoir choisi d'écrire un livre sur ce thème? Vous vous sentiez investi d'une mission? Alors le titre Africa Unite, en soi, c'est déjà effectivement un ordre de mission. C'est un livre qui appelle chacun, une fois après l'avoir lu, à se mobiliser dans le cadre de ce projet de construire l'unité africaine. D'autre part, c'est un livre qui correspond à ce que moi-même j'aurais aimé pouvoir lire. Donc c'est une histoire que je n'ai pas appris ni à l'école ni à l'université, donc c'est le fruit d'un travail de recherche. Et c'est aussi la nécessité de rendre disponible cette histoire au public francophone, tout en sachant que dans le monde anglophone, même si tout n'est pas encore parfait, il y a davantage de travaux qui traitent de cette question-là. À qui il s'adresse, ce livre? Alors il s'adresse à tout le monde, en priorité effectivement aux Africains sur le continent et dans la diaspora. Il s'adresse également à une grande partie de la jeunesse qui est en quête de repères. Donc ce livre apporte des éléments et des points de référence historiques. Il éclaire les connexions et les interactions sociales entre les différentes parties de ce qu'on appelle le monde noir. Il montre également les relations qu'il y avait entre un certain nombre de personnages. Il rappelle qu'à une certaine époque de l'histoire, et même encore aujourd'hui, il est tout à fait possible d'envisager un autre destin pour l'Afrique à condition de se mobiliser. Si une grande majorité d'Africains ont tous plus ou moins une idée du panafricanisme, notamment à travers des grandes figures comme le Ghanéen Kwame Nkrumah, le Burkinabé Thomas Sankara, sans oublier Nelson Mandela bien sûr, pour beaucoup cette notion reste quand même vague. Vous-même dans votre livre parlez d'énigmes historiques. Expliquez-nous cela. Alors, le sens de l'énigme historique, il est lié au fait qu'il y a effectivement plusieurs lectures du panafricanisme. Il y a une lecture qui est concentrée sur le phénomène diasporique et une autre sur le phénomène continental. Et cette synthèse a été réalisée effectivement par Kwame Nkrumah lorsqu'il arrive à l'indépendance du Ghana et qu'il souligne que l'indépendance du Ghana n'est rien s'il n'est pas lié à la libération totale et l'unification du continent africain. Donc le panafricanisme, c'est réconcilier les différentes identités africaines qui ont été divisées, qui ont été balkanisées, que cela soit par le cas de la traite et de l'esclavage ou de la colonisation. Donc c'est réconcilier les Africains avec eux-mêmes et avec leur histoire. Aujourd'hui, la plus grande organisation panafricaine, c'est l'Union africaine, basée à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie. Est-ce que l'UA, comme on l'appelle, symbolise bien l'unité africaine d'après vous?
Non, elle ne la symbolise pas, même si elle a le mérite d'exister. Elle réunit en fait des dirigeants qui, pour la quasi-totalité, au niveau de leur pays, ne mènent pas de politique panafricaniste. Donc c'est une réunion de personnes qui ne sont pas panafricanistes, mais qui prétendent représenter l'Union africaine. Il y a une autre organisation qui avait été créée au début du XXe siècle, c'était l'UNIA de Marcus Garvey, qui, elle, avait la prétention effective de réunir les Africains du continent et de la diaspora dans une vaste organisation populaire, massive et extrêmement ambitieuse. Donc c'est plutôt vers ce type d'organisation qu'il faudrait aujourd'hui se tourner, plutôt que vers l'Union africaine, qui est d'ailleurs financée par l'Union européenne et par des bailleurs de fonds étrangers, et qui montre par son absence médiatique, par son absence de volonté politique, qu'elle n'est pas en mesure de réaliser les objectifs des aspirations panafricaines des peuples. On parle beaucoup des États-Unis d'Afrique, mais franchement, c'est pas un peu utopique, les États-Unis d'Afrique? Alors, ce n'est pas nécessairement utopique, vu qu'il s'agit en fait d'une nécessité qui est tout à fait possible. En fait, il convient de la part des dirigeants africains, ou en tout cas de la part des sociétés, qu'elles amènent au pouvoir des dirigeants qui auront conscience qu'il est nécessaire de s'unir sur des éléments cruciaux, ceux de la défense, ceux de la diplomatie et ceux de l'économie, pour faire en sorte que chaque entité du continent africain soit préservée. Les États-Unis d'Afrique ne signifient pas que des États comme le Cameroun, la Guinée, le Sénégal vont disparaître en tant que tels. Ils vont tout simplement se fondre dans un ensemble fédéral plus fort qui leur permettra au contraire d'affirmer au mieux leur identité. Donc c'est un projet politique qui est sans doute le seul viable pour le continent africain aujourd'hui. Sinon, qu'est-ce qui se passera si ça ne vient pas les États-Unis d'Afrique? Ce qui se passera, c'est que l'Afrique disparaîtra tout simplement. Elle disparaîtra de par le fait de la recolonisation du continent, de par l'accaparement des terres qui rend de plus en plus les Africains étrangers sur leur propre sol, également de par le fait qu'il y a des rapports de force internationaux qui font que dans le monde entier, on est passé à l'étape des grands ensembles géopolitiques, et que ces grands ensembles géopolitiques se partagent tout simplement le continent africain, qui est le réservoir des matières premières, qui est le butin de la guerre économique mondiale aujourd'hui, avec le soutien des multinationales. Suite et fin de mon entretien avec l'historien franco-béninois Hamzat Boukari Yabara. Tout le monde connaît Bob Marley, bien sûr, le chanteur de reggae, mais pour les Rastafari, le Jamaïcain Marcus Garvey est considéré comme un prophète, le Moïse noir, fervent militant du retour des diasporas noires du monde entier sur le continent africain. C'est ce qu'on appelle le mouvement Back to Africa, le retour en Afrique. Ça va vraiment arriver un jour, vous croyez ? Alors c'est déjà en train d'arriver, et à l'heure où je vous parle, il y a des personnes en Jamaïque, à la Guadeloupe, qui sont prêtes, qui n'attendent qu'un signe pour revenir sur le continent africain. Le problème, c'est que les dirigeants africains peinent à se lancer dans cette politique d'ouverture vers la diaspora. On préfère faire des partenariats avec les Chinois, avec les Français, avec les Turcs, avec n'importe qui, sauf avec la diaspora. Donc il est temps de voir arriver sur le continent africain des dirigeants qui assument leurs liens avec la diaspora et qui ouvrent leurs portes aux fils et filles d'Afrique qui sont aujourd'hui notamment dans les Amériques, mais également en Europe. Mais qu'est-ce que la diaspora peut apporter concrètement au développement économique du continent ? Déjà, elle peut apporter une expérience et elle peut ramener également un retour, puisque dans la diaspora, ce sont des personnes qui ont quitté le continent africain, qui ont quitté ce continent avec un potentiel, qui se sont enrichis de par leurs expériences en dehors du continent africain et qui peuvent ramener ce surplus d'expérience sur le continent africain, qui peuvent aider l'Afrique à se débarrasser des assistants techniques occidentaux, qui peut aider l'Afrique également à se débarrasser de certains accords économiques qui lui sont défavorables. Donc il y a énormément d'éléments sur lesquels la diaspora peut se positionner aujourd'hui. Elle peut apporter également une réflexion critique sur l'Afrique et changer la vision globale qu'on a de l'Afrique en dehors du continent. Parlons un peu de vous maintenant, Hamzat. Vous êtes béninois et martiniquais. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir historien spécialiste des questions panafricaines? C'est ce mélange des deux cultures, justement? C'est ce mélange des deux cultures et c'est aussi la question du cordon ombilical. Entre le Bénin et la Martinique, il y a un cordon ombilical. Le panafricanisme, ce sont des millions et des millions d'Africains déportés dans les Amériques qui ont justement perdu ce cordon ombilical, qui ne savent pas de quel point précis du continent africain ils sont originaires. Et parce qu'ils ne le savent pas précisément, eh bien, ils voient l'Afrique comme une unité globale. Et c'est ça qui est la source du panafricanisme. Et c'est ça qui est présent dans mes origines et dans mon aspiration à devenir historien panafricain. On dit souvent qu'il existe des tensions entre Africains et Antillais, notamment quand il s'agit d'évoquer les questions d'identité. Vous qui avez les deux héritages, c'est quelque chose que vous avez ressenti ?
Non, je ne l'ai pas particulièrement ressenti. Je pense qu'il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de stéréotypes et de clichés autour de cette prétendue division entre Africains et Antillais. Mais dans les faits, on croise de plus en plus de personnes qui sont issues de ces mélanges-là. Aujourd'hui, on a l'impression que les grands leaders panafricains sont absents de la scène internationale. C'est un constat que vous partagez? C'est un constat que je partage tout à fait, d'une part parce que le panafricanisme n'est pas médiatisé, il n'est pas non plus au pouvoir où que ce soit à l'heure actuelle sur le continent africain ou dans la diaspora. Il y a eu des leaders pro-panafricanistes dans les années récentes. Malheureusement, la plupart ont effectivement été évincés du pouvoir ou ont disparu. Et d'autre part, je crois qu'il y a la nécessité de relancer ce concept de manière populaire pour sortir de la figure des grands leaders et passer à des stratégies beaucoup plus collectives et beaucoup plus intéressantes. Et vous, personnellement, vous pensez rentrer en Afrique et vivre là-bas? Alors, il y a en Afrique, oui, en tout cas circuler en Afrique, parce qu'il faut circuler en Afrique, il faut se rendre sur le continent africain. Il ne faut pas se limiter à un seul pays, il ne faut pas se limiter à son pays d'origine quand on est d'origine africaine. Il faut être capable d'évoluer dans différents espaces de ce continent-là. Je le fais dans le cadre de l'organisation pour laquelle je milite, la Ligue panafricaine Umoja. Je me rends dans différents territoires, je participe à cette histoire continentale et je crois que c'est un devoir qui va dans la continuité de l'ouvrage que je viens de produire. Hamzat Boukari Yabara, merci beaucoup. Merci à vous. Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse continueront de glorifier le chasseur. C'est par ce proverbe que je souhaitais terminer la dernière émission d'Initiative Africa que je vous présentais aujourd'hui.